à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. Et dans cet épisode, je reçois Baptiste Privé, un entrepreneur qui, après avoir vendu sa boîte, a monté Yugi. Yugi, c'est un mouvement de recrutement circulaire où il aide les entreprises et les demandeurs d'emploi à se rencontrer grâce au partage d'informations. À travers ce podcast, il nous partage sa vision du monde de l'entreprise et surtout son histoire. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Baptiste. Merci Baptiste d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, Maxime. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Bien sûr, avec plaisir. Je suis Baptiste Privé, je viens tout juste d'avoir 40 ans. Tu les fais pas. Merci, c'est gentil. Je suis papa de 2 enfants, c'est quand même ce qui compte le plus. Souvent, quand on demande aux gens de se présenter, ils commencent par leur boulot, mais moi, dans mon quotidien, c'est quand même le fait d'être papa de 2 enfants qui compte le plus. Je suis aussi mari, frère et fils dans ma famille. J'ai un frère et donc je suis également fondateur du mouvement du recrutement circulaire et de Huggy, une initiative qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Et avant ça, je suis un Niortais d'origine et de cœur. Vive les Chamois Niortais pour ceux qui les connaissent, la petite équipe de foot locale. Et puis, je me suis installé à Lyon il y a un peu plus de 15 ans. J'y suis arrivé pour faire mes études. J'ai un peu baroudé à droite à gauche pour mes premiers boulots, notamment en Europe de l'Est, en Pologne et en Slovaquie. Mais installé à Lyon depuis 15 ans, différentes expériences, différents métiers, je pense qu'on y reviendra. On va y revenir dans la deuxième partie du podcast avec grand plaisir. Surtout, tu as eu des aventures dans le business notamment qui ont été hyper intéressantes et dans le salariat aussi. Et on en va en parler, c'est hyper important, même si on est sur un podcast sur l'entrepreneuriat, mais le parcours est important pour voir comment on y vient. Est-ce que tu peux revenir quelques années en arrière, dans ta période de collège, lycée, pour savoir qui était Baptiste à ce moment-là? J'étais un enfant niortais, donc dans une petite ville, préfecture des Deux-Sèvres, département assez rural. J'étais un enfant assez timide, assez réservé, bon élève, on va dire. Voilà, pas de vagues, je n'ai pas fait une grosse crise d'ado. Tout s'est assez bien passé sur ce plan-là. J'ai eu un premier bouleversement dans ma vie en 6e avec Madame No, ma prof de français, qui m'a dit tu devrais faire un peu de théâtre, ça te libérera. Et j'ai fait 6 mois de théâtre d'impro, mais qui m'ont vraiment appris à accepter de parler pour rien dire quelque part, de lâcher des mots et donc d'enlever une partie de ma timidité qui me sert encore aujourd'hui. J'en ai fait que 6 mois dans ma vie, mais ça m'a pas mal marqué, ça m'a pas mal aidé. T'étais quelqu'un de très réservé, très, très timide, très introverti? Plutôt, ouais, plutôt. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, ça m'arrive de parler dans des salles devant 3000 personnes. J'ai un peu le trac, mais ça me gêne pas. Ok. Alors que Donc, devant c'est 2 possible. personnes au collège, ça me gênait en 6e. Voilà, donc ces schémas-là. Et puis un autre moment qui m'a un peu marqué en 4e, je m'en souviens, parcours d'orientation, le jour où le conseiller d'orientation, ça portait un nom plus compliqué que ça, Ouais. mais le conseiller d'orientation vient dans la classe et va nous présenter les choix qu'on peut faire dans nos vies. Et je me souviens très bien parce qu'il l'avait orchestré en découpant des pages dans l'ensemble des magazines qui peuvent exister et en nous disant à quel métier vous vous identifiez à travers des photos, des pubs, des choses comme ça. Et Niort, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités dans les assurances. C'est-à-dire 80% des gens à Niort travaillent dans les bureaux. Et dans ces pages, il y avait une seule personne dans un bureau avec un costume.
Et l'ensemble des autres trucs, c'est footballeur, coiffeur, pâtissier, etc. Il y en a plein, c'est très bien, mais j'étais assez étonné que 99% des photos, c'était des Correspond métiers qui pas à... correspondaient pas du tout à notre quotidien et à ce qu'on voyait, et dans une société où il y a beaucoup, beaucoup de services. Donc j'étais assez étonné de ça, et j'avais été le seul à montrer quelqu'un dans un bureau, parce que je me suis dit, c'est sans doute ce que je vais faire. Et au lieu de commenter et de m'indiquer une filière comme elle avait fait avec tous les autres, notamment les footballeurs, parce qu'il y avait plein de garçons qui voulaient devenir footballeurs, elle leur présentait le lycée, sport-études, etc. Et moi, elle avait rigolé, elle m'avait dit, bah, bon courage, c'est bien d'être ambitieux. Ouais. Et j'avais été un peu marqué par ça, et je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange que la majorité des parcours potentiels qui vont exister demain, on en rigole un peu, et que par contre, alors qu'il y a peut-être 400 footballeurs pro en France, on passe la moitié du temps à dire comment faire sport-études. La petite contrepartie de ça pour moi, c'est qu'il y a 2 mecs qui sont vraiment devenus footballeurs pro dans ma classe. Énorme. Ah ouais, quand même. Donc, elle Ouais. avait sourcé. Donc au final, C'est la c'est seule peut-être elle conseillère qui a raison. d'orientation qui Ouais, s'est pas trompée à cette ouais, période-là, quand même. incroyable. Germain et T'avais- Vincent, félicitations. Ah ouais, Ouais. ok. Valère Germain? Non, non, Germain Lugier qui a joué à Niort notamment, qui Ok. est voilà, que je félicite, et Vincent Durand qui a aussi joué à Niort et dans d'autres clubs. Voilà. Ok. On jouait au foot ensemble dans la cour du collège Pierre et Marie Curie de Niort, et eux, ils ont fait ce beau parcours Ils ont après. percé, quoi. Ouais. Ok, ça marche. T'avais une certaine maturité quand même à cet âge-là pour, en quatrième, se rendre compte que la voie classique est celle que personne privilégie. Pourtant, il y a 80% des gens qui y sont. Il faut avoir une certaine maturité à cet âge-là. Elle te vient d'où? Bonne question. Aucune idée. Après, j'avais un grand frère qui avait 7 ans de plus, qui du coup avait commencé des études supérieures. Peut-être que ça m'a un peu tracé la voie, que je savais ce qu'il pouvait y avoir comme possibilité d'études. Ça a été un exemple sur beaucoup, beaucoup de sujets dans ma vie. Et du coup, je savais, lui, les choix qu'il avait fait. Il avait fait une classe préparatoire à La Rochelle, pas très loin. Donc, il s'était posé ces questions d'orientation après le bac. Donc, j'avais un peu déjà touché du doigt à travers lui ces questions-là. Ce qui n'était sans doute pas le cas de beaucoup d'autres dans la classe. Après, je ne sais pas si c'est de la maturité, mais en tout cas, confrontation à cette réalité que j'avais pu connaître, étant le petit dernier. Donc voilà, c'est pour ça que ouais, j'avais peut-être cette analyse-là. Ok. T'étais inspiré par des entrepreneurs dans des connaissances de ta famille, etc. Tes parents l'étaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité? Non, pas du tout. C'est pas du tout un monde que je connaissais. Moi, j'ai connu l'entrepreneuriat en regardant dimanche soir Capital sur M6. Ok. C'était ça pour moi l'entrepreneuriat, quoi. Je connaissais rien d'autre. Mes parents travaillaient dans les assurances, parce qu'à Niort, on travaille tous dans les assurances. Mon papa travaillait à la MAF, il a fait toute sa vie à la MAF. Enfin, avant, il y a la pré-MAF, voilà, mais c'est des rachats et consolidation. Mais il a fait toute sa vie à la MAF, dans une société d'assurance. Et ma maman travaillait à la mutualité sociale agricole, la Sécu pour les agriculteurs, en tant que secrétaire médical. Donc, c'est des gens qui se sont impliqués dans leur boulot, qui ont travaillé toute leur vie, mais pas du tout sur des schémas d'entrepreneuriat. Ok. Et donc, du coup, tu découvres l'entrepreneuriat sur capital à quelle époque, à quel moment? Ça devient un déclic pour toi? Qu'est-ce que t'en penses à ce moment-là? Le déclic, il vient tard. Le déclic, il vient plutôt en école de commerce, vers 20 ans. Mais par contre, un intérêt pour l'économie. Entre guillemets, on jouait déjà pour le coup dès 5-8 ans, on jouait un peu au côté vendeur, épicier. Enfin, quand on avait les petits de cabane avec la cuisine, enfin les jeux de simulation, on dit ça aujourd'hui, parce que j'ai des enfants, je découvre le nouveau vocabulaire. Donc le fait de faire un peu du mimétisme d'adulte, avec des cuisines ou autres, moi je jouais un peu en mode tiens, on va vendre ça à tel prix, je fixais des prix aux oranges, etc. Il y avait ce côté un peu commerçant qui venait peut-être déjà dans les jeux, donc business et tout ça. Mais sinon, je m'intéressais à la logique économique, à la façon dont comment ça marche une boîte, mais sans vraiment me dire qu'un jour je pourrais éventuellement en créer ou en diriger une. Et c'est venu plus tard en école de commerce à EM Lyon, à travers un programme qui s'appelle le PCE, qui est fait en première année, qui est le programme de création d'entreprise, qui est un concours virtuel interne en première année où on crée une boîte avec une logique pédagogique qui était, si vous créez une boîte, vous allez devoir faire
du business, du marketing, du droit, du juridique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup quand on est entrepreneur. On ne doit pas maîtriser 100% d'un domaine, mais Non. savoir 20% de tout Ouais, pour pouvoir prendre des bonnes décisions tout le temps et ouais. savoir réagir. Et du coup, ça t'apporte quoi, En fait, cet ce master? exercice-là, il est incroyable parce qu'ils nous disent, vous allez avoir besoin de tout faire. Et il y a des profs de tout dans cette école. Donc vous allez Ouais. aller leur demander. Ok. Et Donc donc, on c'est construisait un peu l'inverse nos en fait. parcours à la Ouais. carte Ouais. en disant, tiens, moi je vais faire une boîte, j'ai vachement besoin de marketing, etc. Mais du coup, comment il faut que je fasse? Et donc, hop, on allait au cours de marketing pour savoir. Et à la fin du cours, on disait, et on pouvait s'inscrire dans les cours qu'on voulait, on choisissait en fonction de nos enjeux, etc. Et puis, il y avait des profs tuteurs qui nous suivaient, qui disaient, bah, tu peux aller demander ça à tel prof, tu peux lire ça sur tel sujet, etc., etc. Donc, c'était très à la carte. Et puis, avec une sorte d'émulation bien pensée, typique d'école de commerce, où il y avait des groupes, un concours avec des jurys de professionnels qui venaient, des cadeaux à la fin, enfin, des trucs un peu Génial, marrants où génial, génial. vraiment, on pitchait vraiment notre projet à la fin devant des boîtes, alors que c'était pas encore tout à fait à la mode, quoi. Ouais. Et c'était viable ou pas? Ton projet, il était déjà Évidemment. intéressant? Je sais pas parce qu'on l'a pas lancé, comme la majorité des projets, mais c'était un projet, je pense. Le business plan disait qu'il était viable, mais ça, c'est comme tous les business plans. C'est la réalité du marché après Ouais. qui s'applique. Mais on avait fait un projet qui s'appelait Décibule, où on faisait des bandes dessinées personnalisées, pardon, Ouais. où en gros, quelqu'un pouvait remplir un questionnaire sur ta vie. Ok. Tiens, tu fais des podcasts, tu fais des enregistrements, tu viens à Paris, tu vas à Montpellier, etc. Et en fait, la BD allait retranscrire ça au sein d'une histoire en mettant ton nom, le nom de tes amis, quelques planches personnalisées en fonction des lieux où tu es, de ta photo que tu envoyais, pour que ça soit toi le personnage. Et tout était retranscrit pour toi avec 6 ou 7 histoires, une histoire un peu polar, une histoire un peu romance, une histoire aventure. Voilà. C'était ça l'idée. Et Ok. on avait Ça aurait réussi à pu faire. marcher, hein. Ouais, Ça aurait c'est pu clair. fonctionner, hein. Et on avait fait, c'est ça qui avait impressionné le jury, on avait fait une planche virtuelle en live avec du vieux code des années 2000, là, Mm. où on disait, si je peux me permettre, je vais vous demander votre prénom, votre Ouais. numéro de téléphone, etc. Et genre 30 secondes après, on sortait une planche de BD où le numéro du téléphone apparaissait sur le téléphone dans la bulle, que toute l'histoire qu'il racontait, c'était son prénom, c'est les villages dans lesquels il était passé lors de son dernier voyage, etc., etc. Et donc il y avait Ah un petit ouais. effet waouh, quoi. Ouais, On ok. n'avait qu'une planche. Mais voilà, c'était marrant. Ok, ça marche. Il y a des projets qui sont sortis, Ouais, je il y en a crois. qui ont monté leur projet suite à Ouais. cette année-là. Ouais, ouais, il y en a beaucoup qui veulent le faire. Après, c'est des équipes où on est 5 ou 6 étudiants. Pour s'entendre à 5 ou 6, avoir les mêmes Oui. envies au même moment, c'est pas évident. Donc du coup, il y en a qui disent: «Moi, je veux pas y aller, mais j'ai pas forcément envie que tu le fasses sans moi». Enfin, voilà, c'est toujours un peu les et puis on est au début de nos études, donc c'est quand même difficile de cumuler. Mais oui, il y en a eu quelques-uns. Ok. Et du coup, une fois que tu finis, alors juste pour revenir en Ouais, arrière, tu as fait une bien sûr, prépa pardon. Ouais, pour rentrer en école de commerce. oui. Comment ça s'est passé cette période-là pour toi? Il y a beaucoup de personnes qui sont étudiantes et qui écoutent le podcast et qui sont dans cette période-là de choisir leurs études supérieures. Est-ce que j'intègre directement une école de commerce? Est-ce que je fais une prépa? Quel est l'intérêt de faire une prépa? Comment toi tu l'as vécu? Alors, moi, j'avais pas Parcoursup, donc je sais pas comment ça se passe pour eux, aujourd'hui, mais comment je l'ai vécu? J'étais à Niort, et donc dans le schéma, enfin, je me suis dit: «Je vais faire une école du commerce parce que je suis intéressé par ces notions de business». C'était un peu automatique dans ces années 2000, De faire une prépa en amont? prépa puis école de commerce. Il y avait Ok. beaucoup moins d'offres d'écoles, post-bac. Il y avait l'ESCA, en gros, il y avait la référence de ces écoles post-bac, mais il y en avait enfin, de ma connaissance, il y en avait un peu qu'une. Puis je parle d'une école à Angers parce que j'étais niortais, parce que je connaissais pas toutes les écoles de France. Mais du coup, je me suis orienté vers une prépa que j'ai fait à Tours, pas très loin. Euh, et voilà, bah, c'est 2 ans de 18 à 20 ans où on bosse beaucoup, en effet, mais agréable, avec des potes sympas, dont quelques-uns que j'ai gardés depuis cette époque-là. Ouais, intense. En fait, c'est une période de la vie où on est tellement concentré sur le fait de faire ses études et de préparer la suite que c'est pas le moment où on fait le plus de choses dans sa vie perso. Ouais. Mais très intéressant, développement de culture G assez notable, assez incroyable. Et puis après, des trucs de fou, j'en reparlais il n'y a pas longtemps. J'ai relu mes cours de maths de l'époque.
je n'arrivais même pas à comprendre les énoncés de ce qu'il y avait écrit dans les examens. Donc, comme quoi on oublie un peu après, Ouais. c'est là où on va très loin dans certains points, mais voilà. Ça t'a servi beaucoup pour ton école de commerce de faire une prépa avant? Ça t'a... Bah, ça C'était... m'a servi à y rentrer parce qu'à l'époque, c'était vraiment cette approche très concours, etc. Et après, En termes de connaissances, en termes de ouais, sur la réseau, en culture termes de G. Alors, culture. réseau, pas trop, plus sur le contenu des cours. Ok. Après, l'école, pour le coup, enfin, on en parlera, mais elle a appris à être quelqu'un dans un univers, alors que la prépa, c'était plus d'encaisser du savoir et éventuellement, quand même, accepter d'absorber une certaine quantité de travail. C'était pas horrible, hein, il y a beaucoup de gens qui disent c'est horrible, etc. C'est dense, mais c'est pas horrible. Euh, mais je me souviens notamment de cours d'histoire et géographie économique, hyper intéressantes, de culture générale, hyper intéressantes, où en effet, j'ai quand même pas mal de choses qui sont restées. Et en maths, j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas restées, mais cette logique qui se Ouais, met bien en sûr, de place, raisonnement, ouais, plutôt, on de t'apprend à raisonnement, raisonner ouais. plutôt que... Et puis les langues, c'est hyper poussé. Ouais. J'étais pas hyper bon en langue avant d'y arriver. Et là, j'ai pris du niveau en 2 ans, même si je me souviens très bien que ma première note en prépa, c'était une note d'anglais, où le prof m'a dit, vous avez -18, je suis sympa, j'ai arrondi à 0. Mais parce qu'on était pénalisé si on faisait des fautes, et je faisais beaucoup de fautes en anglais au début. Mais j'ai fini par avoir des bonnes notes en anglais. Elle Voilà. est pas mal celle-là. C'est moins Ouais, 18, j'arrondis à ouais. 0, elle est dure, je pense, C'est quand on monsieur, commence comme ouais, ça. monsieur Robin. Voilà. Ouais. Maintenant, je parle bien anglais, monsieur Robin, si vous voulez savoir. Bon, bah tant mieux alors, Voilà, tant mieux. il peut être fier de lui. Donc tu finis ton école de commerce, donc tu as fait l'EM Lyon, tu as fait que l'EM Lyon Ouais. durant les 3 années post-prépa? Oui, Ok. il y a souvent des échanges universitaires possibles. Moi, et notamment à l'étranger, Ouais, il y avait des périodes à l'étranger obligatoires pour des notions culturelles, ouais. etc. Et moi, j'ai plutôt fait des périodes en entreprise à Ok. l'étranger. Et du coup, une fois que tu termines ton école de commerce, tu te lances dans la vie active directement, tu trouves un premier job? Ouais, alors j'ai fait une expérience à la fin de mon école qui était top en stage, puis qu'on a un peu prolongé, chez Michel et Augustin. Ok. Au tout début, il y avait Michel et Augustin. Que tout le monde Et, connaît, et évidemment. Jean-Baptiste, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais alors que personne ne connaissait à l'époque, ou pas grand monde en tout cas. Ouais. On était 4, j'avais passé les entretiens dans le garage, au milieu des poubelles et du stock. C'était rocambolesque, mais c'est ça qui m'a fait apprécier aussi la démarche. Donc super première expérience, on parlait de mentor tout à l'heure. Voilà, être aux côtés d'Augustin et de Michel, c'est quand même des apprentissages assez marquants. Je reste en contact avec eux assez régulièrement aujourd'hui. C'est un plaisir. Mais voilà, donc première expérience d'abord en stage, mais qu'on a un peu prolongée en disant ça se passe bien, c'est intéressant. Il y avait 3 mois d'été, je me suis dit plutôt que de rien faire, je vais continuer. Et après, mon premier vrai CDI, le fameux, j'ai été le faire en Pologne, chez Google, qui lançait un enjeu autour de la publicité en ligne Ok. Google pour l'ensemble des pays francophones avec une plateforme qui était localisée en Pologne. Ok. Et sur cette première expérience déjà chez Michel et Ouais. Augustin, tu rentres, ils sont à quel niveau de boîte et à quel niveau bah, au moment où tu pars? Alors ces stages, c'est assez court, mais qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu apprends? C'était incroyable. Le niveau, quand j'arrive, ils faisaient des petits sablés bons et ronds et ils avaient l'idée de sortir leur yaourt, la Ok. vache à boire, qui a été un gros carton. Et il devait être 4 ou 5 personnes. Et je repars 9 mois après, parce que on a un peu prolongé. Et 9 mois après, il y avait 4 références au début, donc des produits, mais vanille, chocolat, enfin voilà. Mm. Il y en avait 4. Je crois que je repars, il y en a 50. Ah ouais. On n'est plus 5, mais on est 12 ou 13. On n'était que chez Monoprix, on est chez Monoprix, Carrefour, enfin je dis on, Monoprix, Carrefour et plein d'autres. La vache à boire, on fait une vidéo où Bill Gates boit une vache à boire au Salon des entrepreneurs de Paris. Enfin, on faisait des coups marketing. Ouais, il y a eu un vrai changement, une vraie croissance très très forte. Et ce que je retiens du coup, c'est vraiment cette abnégation et d'Augustin et de Michel, cette capacité à faire des choses avec très peu de moyens. C'était incroyable. Ils faisaient parler d'eux sans arrêt contre Danone, contre Nestlé, avec un budget marketing à 0. Donc Ok. c'était Et que de l'organique, que du buzz, que ouais, de... incroyable. Et c'est ce que ça t'a appris finalement, cette première expérience-là, c'est qu'on pouvait faire des grandes choses, on pouvait être vu par beaucoup de monde sans avoir beaucoup de moyens. Ouais.
Ok. et se dire, il faut être malin quand on n'a pas de moyens. Et c'est pas, oui, mais les autres, c'est des plus grands, alors on n'y arrivera jamais. Hmm. Voilà, c'est pas un discours. Enfin, si on a ce discours-là, bah, on va dans des grands groupes. Ouais, c'est clair. Mais On tient pas du et il y a coup. plein de choses intéressantes à y faire, hein, c'est sûr. Hmm. Mais c'est pas les mêmes histoires forcément. Mais quand on démarre une boîte, bah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, et ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes. Là, je suis très impressionné du cadre de ce podcast, mais je ne sais pas si le premier podcast que tu as fait était avec les mêmes conditions, C'est avec quoi, les le mêmes moyens. premier, il y a encore, et j'hésite souvent, j'en Ouais. parle à l'équipe, etc., mais de se dire, on le supprime parce que j'ai tellement honte. C'est un micro Blue Yeti qui vaut Ouais. 150 balles. On est en extérieur parce que je voulais faire des podcasts en extérieur. Je m'étais Mm. dit, on fera que des podcasts en extérieur parce que tout le monde fait en intérieur, donc autant faire quelque chose de différent. Mais bon, au bout du deuxième épisode, quand on se retrouve avec 45 minutes de cornemuse, Ouais. avec le mec à côté, et entre-temps, il y a Du vent. beaucoup de Ouais. vent, et du coup, tu t'entends rien et c'est inaudible au possible. On se dit, bah, on va peut-être faire des trucs en intérieur. Ouais. Mais j'avoue que oui, c'est très différent où Ouais. on a un Blue Yeti, j'avais même pas de casque, etc. Et là, aujourd'hui, Ouais. on a plusieurs milliers d'euros de matériel. Et c'est l'évolution, elle est énorme. Mais quand on commence, je te rejoins Ouais. parfaitement, il faut juste commencer, peu importe les Ouais. moyens. Il C'est faut ça. être malin de trouver la manière la plus facile de commencer. Commencer par quelque chose, un premier pas. Et après, ben, si ça marche, ça vient avec le temps, quoi. Ouais. C'est au fur et à mesure du nombre d'écoutes qu'on a pu augmenter la qualité de ce podcast, en tout cas. Exactement. Il faut savoir démarrer avec pas grand-chose Ouais, et puis apprendre. Apprendre, exactement. bah, typiquement, tu t'as donné une très grande leçon. Tu as voulu faire quelque chose en extérieur, tu as bien vu que ça fonctionnait pas et il faut accepter de remettre en question Tout le temps, ouais. Ouais. des acquis. Et à ce moment-là, bah, tout devient possible et puis on grandit petit à petit, parfois grand à grand. Mais voilà, accepter aussi les rythmes. Mais voilà, ça peut créer une frustration, parfois, un peu d'attente. C'est clair. Mais voilà, petit à petit, quoi. Et du coup, tu termines cette aventure chez Michel et Augustin. Ton premier CD, tu Ouais, le signes en Pologne, du ouais, coup, chez Google, c'est ça? ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler, tout le monde rêve, j'ai l'impression, de travailler chez Google, dans les grandes écoles ou en gros, des GAFAM, quoi. Ça peut être une aventure incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, on est en 2008, hein, donc c'était pas. Alors, juste après la crise de est-ce subprime? qu'il y avait déjà les. C'est juste avant, Ah, juste avant, on va ok. y venir parce que je l'ai vécu de plein fouet, ce qui m'a fait arrêter très vite Google. Euh, Pourquoi la Pologne? J'avais fait un stage en Slovaquie, j'avais bien aimé l'Europe de l'Est. Je trouve qu'il y avait une énergie incroyable. Ouais. On est en 2008, mon premier stage 2004. 2004 en Slovaquie, la République tchécoslovaque se sépare en 1991, donc c'est un pays qui a à peine 10 ans. Tout est possible. La jeunesse est. Enfin, tout d'un coup, le monde s'est ouvert, la fin du communisme, la vraie vie d'un pays qui, avec sa culture, son âme, tout le monde a une énergie de on s'est libéré et tout est possible. Et ça, c'est incroyable. Et quand on rentre en France, il y a plein d'énergie, Mm. il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi plein d'acquis et plein de bruit. C'est pas terrible, on n'est pas très content, etc. Et donc ça, c'était incroyable de vivre ça de l'intérieur. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, cette opportunité avec Google qui monte un plateau à Wrocław, troisième ville du pays, euh, je tente en me disant, mais enfin, pourquoi pourquoi il me prendrait, quoi, vraiment, surtout que je parlais pas encore hyper bien anglais et tous les process étaient en anglais. Mais c'est passé, c'est super bien passé, 8 entretiens, je me souviens. Et 8 entretiens, ouais, donc les process chez Google, ouais, ils sont costauds quand ouais, même ils pour sont y costauds. rentrer, hein. Ouais, ils sont costauds. Le Ouais. recrutement, on y reviendra après, mais Ouais, bien sûr, t'en as fait ton j'en ai métier fait mon actuel, métier donc. aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est incroyable, super expérience quand même de ces rencontres. Ça donne vraiment envie d'y aller. C'était assez attractif en effet à l'époque. Moi, je me souviens avoir participé à la fête des 10 ans de Google, donc c'était encore Ok. assez récent. Et c'était incroyable c'était déjà un grand groupe, mais cette capacité à être hyper agile encore. C'était quoi tes missions chez Google? J'étais sur le déploiement de l'aide aux clients sur les solutions publicitaires AdWords, donc les liens sponsorisés Ok. pour l'ensemble des marchés francophones. Donc voilà, un poste d'entrée de carrière, entre Mm. guillemets. Ils étaient pas Euh, du tout en France à ce moment-là? Ils n'avaient pas de bureau en Ils ont des France? bureaux en France, mais qui ne géraient pas tout à fait les mêmes niveaux de service. Ok. Voilà, là on était plus sur du back-office, de l'aide aux clients, certaines typologies de clients, pas forcément les grands comptes, etc. Très intéressant. Et puis, moi, je me retrouve avec mon premier poste à l'étranger. Alors, j'étais payé en zloty, mais correctement payé, surtout après des études, dans un bureau où il y avait 100 personnes et
je crois, 45 nationalités. Ah Et ouais, tout le monde avait entre 23 et 32 ans. ouais. C'était un Erasmus géant avec la coolitude de Google, des bureaux super, on nous donnait à manger, on était aux petits soins. Et on était entre nous et on avait un pays et des pays à découvrir autour parce que globalement, beaucoup de gens ne les connaissaient pas. Donc tous les week-ends, on partait en voyage, on partait explorer les villes autour, découvrir la culture. Mm. Ouais, c'était incroyable. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Pologne en elle-même? Parce que moi, j'y étais allé, tu vois, à titre perso, Ouais, pour on va dire, des longues vacances un peu entre entrepreneurs qu'on a fait là-bas. On a visité beaucoup de biens immobiliers, de projets ouais, immobiliers. On a eu la chance de connaître quelqu'un là-bas qui était sur place. ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup de la Pologne en elle-même, de la population, le développement qu'ils ont eu? Alors moi, j'ai adoré cette expérience, mais grâce au contexte que j'ai connu. Euh, pour rappel, j'y étais en 2008. Tout va beaucoup plus vite dans ces pays, dans ces périodes-là. Moi, je trouvais qu'il y avait une très belle énergie là aussi. Après, une différence entre générations encore, enfin, très marquée parce que euh, les personnes plus âgées, etc., elles avaient vraiment connu le communisme et elles découvraient la liberté, mais elles n'étaient plus forcément dans la vie active, etc. Elles n'étaient pas sur les standards. Et donc, une jeunesse, enfin, il y avait un peu un écart dans la population. D'ailleurs, beaucoup de Polonais quittaient la Pologne pour avoir des expériences à l'international. Donc, les familles avaient un peu le mal de la jeunesse, les enfants qui étaient partis. Donc il y avait une atmosphère un peu particulière. Il y a une vraie différence entre les villes métropoles qui grandissaient vite et les campagnes qui étaient encore dans des schémas plus ruraux, plus restreints. Enfin, on croisait des chevaux avec des charrettes dans la rue quand on allait à la campagne, Ouais, donc il encore. y avait une vraie différence Ouais, entre la campagne et ouais, enfin, la province et finalement la ville. ouais. Ok. Donc ça, c'était assez notable, mais c'était hyper riche. Mm. Et moi, je discutais avec des gens de mon âge. Je me souviens très bien avec Péré, avec mon ami espagnol là-bas, avec Gosha, qui était elle polonaise. On se racontait nos Noëls et on n'avait pas les mêmes Noëls. On avait le même âge. La Pologne, c'est à 2 heures hein, d'ici. Ouais, en avion, c'est très proche de Paris, quoi. Et en fait, quand on se raconte nos Noëls, avec mon ami espagnol, on disait t'étais plus Lego ou t'étais plus Playmobil. Et nos amis polonais, ils nous disaient bah, moi, j'étais plus ticket de rationnement pour aller chercher 1 kilo de sucre pour faire un gâteau Ah pour ouais. Noël. Et en fait, quand on arrivait, il n'y en avait plus parce qu'on était dans les derniers de la queue. Et on se dit, mais on a le même âge, on a la même vie, on vit à peu près le même contexte, mais on n'a pas du tout eu la même jeunesse. Ouais. Et ils ont eu un niveau de pauvreté qui a été hyper important, j'ai Ouais, l'impression. Et au moment où tu y étais, je pense à peu près, parce que nous, quand on y est allé il y a 2 ans, tu vois, donc on était peut-être en 2022, mm, je pense que c'est à ce moment-là que j'y suis allé, et ben c'était vraiment mais ultra riche, ouais, un non, mais truc de fou. Ils ont ouais, une augmentation, une croissance du PIB qui a été impressionnante. Je crois que c'est le pays, à ouais, vérifier, et je veux pas ouais. m'engager sur des données comme ça, mais je crois que c'est le pays qui a eu une augmentation du PIB qui a été la plus forte, la plus importante dans toute l'Europe. Ouais, ils ont construit, moi je me souviens, il y avait en plus, moi j'y étais juste avant l'euro, ils organisaient Oui. l'euro à cette époque-là, ils construisaient de partout, donc tout ce qui est fait là-bas est assez récent, enfin une très grande partie de ce qui a été fait là-bas est assez récent. Donc il y a une modernité dans la Ouais, tout paraît neuf, tout construction, paraît tout enfin, dans la domotique, enfin ils sont à la pointe sur un ensemble de sujets. Euh, Par rapport à nous, c'est fou. et Et ils Varsovie a ont... été détruit aussi plusieurs Ouais, fois, donc forcément par rapport ouais, aux guerres, ouais. donc forcément il y a pas un patrimoine historique très important, j'ai l'impression, en Pologne, et tout a été refait au fur et à mesure des années. C'est incroyable. Si on regarde, j'aime bien parler de ça, mais Ouais. si on regarde l'histoire de la Pologne et la carte de la Pologne, au fur et à mesure des temps, c'est un pays qui a été envahi par la droite, envahi par la gauche, qui a eu énormément de temps avant d'exister et d'avoir une légitimité géographique. Donc ils ont été envahis par les Russes plein de fois, puis par la Prusse plein de fois. Et en fait, ils sont au milieu du bloc germanique de l'époque et du bloc communiste russe à une autre époque. Et ils étaient toujours au milieu des batailles. Et ils se faisaient prendre des frontières à droite, à gauche. Voilà. Et donc c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont vraiment établi leurs frontières et qu'ils ont été plus tranquilles, entre guillemets, plus Ouais. tranquilles là-dessus. Génial. Bon, écoute, on va Ouais, bref, clôturer on va faire un ce. podcast historique Non, bientôt. c'est clair sur la Pologne, mais c'est marrant et c'est un pays que j'aime beaucoup, tu vois, et j'ai Ouais. envie d'y retourner aussi, même juste pour des Puis on vacances se ou pour un régale week-end. de pierogi. C'est Ouais. hyper bon. C'est clair. Est-ce que tu peux du coup Je crois que t'as pas eu d'autres aventures professionnelles Si, et du outre. coup, alors, j'ai quitté la Pologne parce Ok. que crise de 2008, subprime, Lehman Brothers, Ouais. etc. Et par effet assez immédiat pour la Pologne, effondrement du zloty, qui est la monnaie locale. Ok. Moi, j'étais payé en zloty Ouais. polonais et je remboursais mon prêt étudiant en euros. Ouais.
Et donc, j'avais un salaire équivalent euro à cette époque, je sais pas, 1 000 € à peu près. Mhm. Et le mois d'après, 800 €. Et le mois d'après, 700 €. Alors que j'étais toujours payé pareil en Pologne, hein, parce que j'étais payé en zloty. Mhm. Et donc, ma capacité de remboursement de mon emprunt français, elle s'effondre. Plus, j'avais des petits besoins de rapprochement familiaux dans ma famille. Enfin, je pense que c'était important que je sois pas trop loin trop longtemps. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer plus vite que prévu. Et donc, je rentre assez tôt. Et donc là, je m'inscris dans un projet porté par Florian Grill, un entrepreneur qui aura été un grand mentor, qui a été président d'HEC Entrepreneur et qui était président de Cospirit, du groupe Cospirit, une agence de marketing et communication. Et je rejoins ses équipes à Lyon. Ok. Et j'y passe 5 ans. J'avais pas prévu. Enfin, Ouais. j'ai démissionné au bout de 3 ans. Il m'a dit non. Je lui ai dit, on peut pas refuser une démission. Ouais. Mais il a réussi à me convaincre de rester 2 ans de plus. Une histoire assez rocambolesque, assez folle. C'était incroyable. Et quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Qu'est-ce qui que était tu un faisais là-bas, entrepreneur. du coup? C'est quoi tes missions? J'ai fait un peu d'études de marketing. J'ai fait... et après, j'ai créé la business unit d'achat d'espaces digitaux Oui. en termes de publicité. Donc, beaucoup d'achats d'espace, beaucoup d'achats médias. Pour HEC, par exemple, on achetait la pub HEC. J'étais un des plus gros acheteurs de LinkedIn en France à l'époque, Ok. de pub sur LinkedIn. Je l'avais appris par LinkedIn de manière... Enfin, je n'avais pas du tout cette image-là. On était le 3e plus gros acheteur parce qu'on travaillait beaucoup pour HEC, le SCP et toutes les écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc tu faisais leur communication et leur marketing, leurs ads finalement pour recruter des étudiants, Des des étudiants candidats. pour remplir les executive MBA, les événements qu'ils pouvaient organiser, etc. Donc, ouais, on faisait toute une stratégie de communication Elles ont du mal à mondiale. remplir ces écoles-là à ce Non. moment-là ou pas? Non, mais elles ont un enjeu d'attractivité, de confirmation de leur Crédibilité, position de leader et des enjeux très internationaux. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de pubs à l'étranger. Comment on va garantir de pouvoir former les leaders indiens à HEC et non Ok. pas forcément les gens qui ont fait une prépa en France et qui Mm. vont aller à HEC. Donc, Et- on était plus sur des sujets d'executive learning ou des choses comme ça. Ok. Le fait d'avoir fait une grande école de commerce qui est le M Lyon, ça t'a forcément aidé dans cette expérience-là? Oui, en partie, mais on faisait aussi la promotion de l'école Ferrandi, dans la pâtisserie, des Gobelins, dans la création. Donc Oui, donc après, en fait, dans tout type on écoute de... les clients, Ouais. on écoute, on essaie de comprendre leur passion pour les formations qu'ils mettent en avant, et voilà, ça se Ok. fait bien. Et pourquoi, ça m'intéresse, de pourquoi tu as voulu partir 3 ans après le lancement de ce projet-là, de Ouais. ce nouveau, enfin, le nouveau Ouais. CDI que tu as pris du coup en France. Pourquoi tu as voulu partir au bout de 3 ans et comment il a réussi à te convaincre de rester Ouais. 2 ans de plus? Donc je vais voir Florian en lui disant, voilà, je vais arrêter, je vais te présenter ma démission parce que j'avais envie de faire beaucoup plus de digital. Ok. Et à cette époque, il me mettait plutôt sur d'autres enjeux. Et la réaction de Florian, c'était de dire, non, ça me va pas. Pourquoi tu veux partir? J'ai besoin de mieux comprendre. Je trouve que tu as amené 2, 3 trucs à la boîte. Donc, ce que je te propose, c'est... moi, aujourd'hui, je veux pas de ta démission. On se revoit dans une semaine, jour pour jour, parce que lui, il était à Paris, moi à Lyon, et il venait une fois par semaine. On se retrouve à Lyon jour pour jour dans une semaine, et d'ici là, tu m'écris pourquoi tu veux partir, pourquoi tu trouves qu'il y a des choses qui vont pas dans la boîte, qu'est-ce que tu ferais pour que ça soit mieux, et qu'est-ce qui ferait que tu resterais. Ok. Là, je prends ma plume, j'écris 7 pages, je me souviens, en disant moi, je sors de Google, expertise digitale, je trouve qu'on fait pas assez de digital, il faudrait créer une entité digitale, etc. etc. Et j'y vais en mode, il me dit, vas-y, hésite pas à me bousculer, c'est pas grave, je suis là pour ça. Et donc, je lui envoie ces 7 pages, il revient, il me dit, bah, on t'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Euh, et puis, bon, je demande une belle augmentation au passage, en mode pour rester. Enfin, je joue un peu le côté all-in et vraiment en me disant, c'est sûr que je vais pas rester, puis il acceptera jamais ça. Et il me dit, bon, tu te doutes bien que ce que tu me demandes, c'est pas forcément raisonnable sur tous les points, que ça serait faire prendre pas mal de risques à la boîte. Je dis, bah oui, je l'ai pas fait dans ce but, c'était plus histoire de te dire, à mon avis, pourquoi il faut faire plus de digital, etc., etc. Et il me dit à la fin, après, t'as un peu compris qui j'étais.
Je suis un entrepreneur, c'est un fan de rugby. Aujourd'hui, c'est le président de la Fédération française de rugby. Ok. Et il me dit, je suis d'accord sur tout. Tout ce que tu me demandes, je te le donne. Tu vas créer une business unit nouvelle dans la boîte, digitale. Du coup, tu rentres au comité de direction pour nous faire un rapport là-dessus. Tu as 6 mois pour réussir. Si dans 6 mois, tu n'as pas réussi, tu démissionnes pas, c'est moi qui te vire. Et par contre, si tu y arrives, tu t'engages un peu plus à nous aider dans la durée. Enfin, tu fais partie de l'aventure, donc tu pars pas dans 6 mois, quoi. Ok. Pas mal, le deal était Hyper quand même impressionnant. sympa. Ouais. Hyper impressionnant. Franchement, l'écoute, et on en Ouais. parle, on va en parler juste Ouais. après sur le recrutement, Ouais. sur le management, Non, etc. incroyable. Mais là, il a fait preuve. Incroyable. Ouais. Et du coup, moi, j'ai appris dans la suite encore plus parce que j'ai eu une vision encore plus transversale en entrant dans le comité de direction. On a créé une confiance, une connivence où voilà, j'ai mieux compris ce qu'il attendait, comment il voyait la vision de son entreprise. Ouais, ça a été hyper riche d'enseignements. Ok. Bon, tu y es parti du coup 2 ans J'ai après. reposé Madame. Ouais. Il m'a dit non. Il m'a dit non, cette fois, je te retiens pas. Et je sais que tu as envie de créer ta boîte. J'ai senti que tu étais un entrepreneur. Il m'avait fait d'ailleurs une remarque en entretien téléphonique. Ouais. Il m'a dit, toi, tu as quand même l'esprit entrepreneurial. Et ce qui me gêne dans le fait de recruter, c'est que, entre guillemets, l'entrepreneuriat, c'est comme l'envie de pisser. Il y a un moment, on peut plus se retenir. C'est pas mal. Celle-là, je l'avais pas. Pour le coup. Pas Pas non mal. plus, Ouais. mais voilà. Et déjà, je me suis dit, quand même, en entretien, c'est un peu osé, etc. Mais quelque part, je m'en souviens beaucoup de temps après. Et là, il m'a dit, bon, je sais, je veux pas te retenir, mais et même, je vais t'aider. Parce que je pense que c'est un beau projet. Et donc, il m'a un peu soutenu, il m'a aidé à partir avec une capacité à... voilà, il m'a payé tous les congés. Enfin, j'aurais pu démissionner. Et voilà, il m'a un peu arrangé dans cette situation et je le remercie énormément. Ce qui fait que ça m'a fait quelques milliers d'euros que j'ai pu mettre dans mon capital de départ de ma première entreprise, dans laquelle d'ailleurs il a suivi et il est devenu investisseur. Donc, Ok. Et c'est donc quel projet à ce moment-là que tu lances? et donc en 2000, ça on est je pose enfin je quitte l'entreprise, enfin je dis que je quitte l'entreprise fin 2013 et début 2014 je lance Romler. Ok. Romler, une entreprise qui fait des études de marché pour la grande distribution. En gros, on avait une app mobile, pour parler un peu plus consommateur, on avait une app mobile qui proposait à qui veut de nous dire ce qui se passait dans les magasins et on les rémunérait pour ça. Ok. Donc en gros, on travaillait pour pas mal de marques et on disait, tiens, dans ce magasin, est-ce qu'il y a bien tel produit? Est-ce qu'il est au bon endroit, au bon rayon? Donc on avait je sais pas, 10 questions avec des photos à prendre pour nous dire tout se passe comme prévu pour la marque ou non. Et on payait les consommateurs pour ça. Et en fait, on arrivait à collecter tout un ensemble d'infos dans tous les points de vente de France très très vite et à très peu de coûts par rapport à ce qui existait avant. Ok. Et tu les payais combien? Comment ça fonctionnait en termes de business model? On payait du 2 euros pour dire à des gens dans la rue est-ce qu'il y a bien l'affiche dans le panneau JC Deco par exemple, Ouais. des choses comme ça, jusqu'à 20, 30, 50 euros pour inviter des gens au resto, plus leur payer leur repas et nous dire si tout s'était bien passé. Ok. Ouais. Ah oui, donc c'était jusque-là, assez variable. ouais, Ouais. c'est assez long. Ok. Et ça a bien marché, tu avais un chiffre d'affaires intéressant, une bonne traction. Ouais, donc ça c'est mon premier projet entrepreneurial qui m'a passionné. Je l'ai vendu 8 ans après, donc pendant 8 ans on s'est pas mal développé. On a racheté notre principal concurrent à la fin. La boîte en France, elle a fini à faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ok, oui, donc Ouais. c'est quand même pas Ouais. mal. T'avais Ouais. combien de salariés à ce moment-là? On est monté à une cinquantaine. Cinquantaine de Ouais. salariés. Et donc vous l'avez aussi revendu. Aujourd'hui, c'est Ouais. toujours en activité? Votre Ouais. vendeur est toujours en Ouais. activité? Ouais, en fait, il y a eu un essaimage. Enfin, c'est un modèle très particulier. Là, je vais faire exploser le temps de ton podcast si je rentre dans les détails. Mais après, il y a eu moi, je l'ai fait en France Oui. et le concept a été dupliqué dans d'autres pays sur des systèmes un peu de franchise, d'une Ok. certaine manière. Et lorsque j'ai vendu pour que tout soit reconsolidé dans une entité européenne. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est une boîte qui marche bien. Ils sont, je sais pas, ils font 25 millions de chiffres en Europe, je pense. Ouais, donc c'est pas mal quand même. Ouais. Une belle réussite. Tout à finalement. fait. Et je garde contact avec eux et Et ça se c'est passe toujours bien. un plaisir. Ouais. Ok, très bien. Ça doit être, tu vois, de faire un exit d'une boîte comme ça aussi important finalement, ça doit être quelque chose où psychologiquement, même moralement, ça doit être difficile. Comment tu l'as vécu le post-exit? Euh,
J'ai vendu juste au moment où le Covid arrivait. Ok. Euh, Certains me disent que je devrais écrire un bouquin pour raconter l'histoire de la vente. C'est un cas d'école de commerce d'ailleurs maintenant. Ok. Pour provoquer un peu, je dis parfois j'ai vendu ma boîte en 3 jours parce qu'à la base je ne devais pas la vendre, je devais intégrer la structure qui rassemblait toutes les entités européennes. Et le Covid est arrivé, plus des petits points légaux, juridiques, etc. Et donc, en fait, la décision de vendre, elle a été prise en 3 jours et finalisée et actée en 3 jours. Euh, du coup, c'était pas prévu, donc on m'a demandé de garder cette info confidentielle pendant 12 mois. Ok. Totalement confidentielle, même aux équipes et tout. Ça a été hyper dur Ah ouais. de, entre guillemets, garder ce secret. Il y avait ma femme qui le savait, ma famille, mais en gros, personne d'autre, quoi. Ok. Donc, j'ai fait une assez longue transition parce que pour le coup, j'étais dans le projet, je devais continuer Ouais. à faire pas mal de choses. Donc, bien sûr, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a paru assez long parce que quand c'est entre guillemets ton bébé, que ça devient le bébé d'un autre, mais qu'il faut que tu en prennes soin, voilà, il y a une petite période où c'est un petit peu étrange d'une Ouais. certaine manière. Et puis un jour, on va plus au bureau le lundi. Ça doit faire bizarre. Et alors là, j'avais anticipé ça Ouais. en me disant ça va être horrible, il faut surtout pas qu'il se passe du vide. Donc j'ai blindé d'événements de participation à des hackathons au Groupama Stadium. Mes 3 premiers jours, c'était un hackathon hyper dense au Groupama Stadium pour aider des créateurs d'entreprises. Après, je fais plein de rendez-vous réseau, etc. Et donc j'avais blindé mes 2 premières semaines. Et donc là, je me dis, bon, c'est génial, elle est géniale en fait cette vie. Je rencontre plein d'entrepreneurs, j'aide, je voulais investir dans des startups, etc. Et en fait, arrive le 3e lundi. Ouais. Parce que j'avais pas eu le temps, du coup, dans les 2 semaines de prévoir. Et là, bah, j'ai rien à faire. Mm. Et je me lève et bah, y a mes enfants à la maison. Il y a la nounou qui vient. Et parce que mes enfants sont pas encore à l'école. Et je me dis, bah, en fait, là, je peux pas aller au boulot et j'ai pas encore prévu ce que je vais faire aujourd'hui. Et là, ouais, ça fait bizarre. Ouais. J'imagine le contre-coup doit être Ouais. important quand même. Comment t'en sors de ce contre-coup-là et qu'est-ce Alors, que tu trouves comme nouvelle activité au je bout me de combien dis, de temps? je vais créer une autre boîte. Ouais. Voilà, c'est Tu le mon sais, seul ça, point tu de le sais. départ. Ouais, Ouais, ouais. je le sais, mais j'ai une feuille blanche face à moi, mais Ouais. c'est horrible. Ouais. Il n'y a pas d'idée. Y a rien. Y a rien. Ou alors il y a 10 000 idées. Ouais. Mais alors des idées, Mais pas une plus que d'autres. non. Ok. Et donc je fais plein d'entretiens réseau. Je vais voir des chefs d'entreprise, je vais voir des gens, des dirigeants en disant comment ça se passe dans vos boîtes, est-ce qu'il y a des sujets, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est dur, etc. Et on est post-Covid et tout le monde me dit ouais, franchement, la reprise d'activité, enfin, Covid, on avait tous connu un truc quand même assez incroyable. Et donc tout le monde me dit ouais, la reprise d'activité, ça va, on est plutôt content là-dessus. Ouais, il y a un truc sur lequel on galère, c'est le recrutement. Et là, tout le monde me le dit, quelle que soit la taille de la boîte, quelle que soit sa zone d'implantation et quel que soit son secteur d'activité. Et là, quand on est un peu entrepreneur, quand tout le monde a un problème, Ouais. on se dit qu'il faut trouver une solution. Il y a une solution à trouver. Génial. Et donc, on nous dit ça. Et donc, la théorie qu'on apprend en école de commerce nous dira si c'est dur pour une des parties, enfin, c'est comme l'offre et la demande, quoi. C'est un balancier. Si c'est dur pour une partie, c'est les candidats qui doivent avoir la vie hyper facile, puisque les recruteurs ont du mal à recruter. Donc là, je décide d'appeler des centaines de candidats. Racontez-moi votre expérience de recherche. Et alors là, tout le monde dit non, mais c'est horrible. C'est long, on n'a pas de réponse, globalement. Le premier des trucs, c'est on n'a pas de réponse. Après, c'est long, on met 8 entretiens, on met 6, tout est hyper sécurisé, hyper borné, on attend, on ne sait pas si on va avoir une réponse, pas de réponse, on ne sait pas s'il y a une prochaine étape ou pas. Et donc, tous les recruteurs nous disent ah, c'est horrible, on n'arrive pas à recruter. Et tous les candidats nous disent en même temps bah, c'est horrible, les processus de recrutement sont hyper longs, on n'a même pas envie d'aller au bout. Et là, on se dit il y a schmilblick, quoi. Et donc, je me souviens très bien, j'étais sur la terrasse de la boîte d'un ami qui me prêtait ses locaux pour venir travailler et réfléchir. Et j'ai pris une grande feuille A3 en me disant c'est quoi le recrutement, ça marche comment? Et j'ai essayé de dessiner ce qu'était le recrutement. Et à tous les endroits, je me dis ça, c'est pas très. C'est incohérent. Ça, c'est incohérent, ça, c'est incohérent, ça, c'est incohérent, ça, c'est incohérent. Et je me dis, il y a trop d'anomalies, il faut essayer d'innover et faire un truc. Et le constat de départ qu'on a résumé, je ne dis pas qu'il est né dès cette feuille A3, mais en gros, après un peu de temps, c'est malgré tout ces difficultés, en moyenne en France aujourd'hui,
quand quelqu'un postule à une annonce en ligne, il a 95% de chances de ne pas avoir le job. Ok. C'est-à-dire 95% des candidats sont éliminés dans un processus de recrutement. Ok. Et c'est quoi la raison première? C'est qu'est-ce qui fait que Voilà, la raison première, c'est qu'il n'y a qu'un poste qui est créé et qu'il y a forcément? plein de candidats. Ouais. Alors, je pense Ok. qu'il y a Est-ce enfin, qu'il y a trop de candidats pour chacun des postes? Est-ce que alors, il y à a pas l'inverse assez du de marché, Ouais. tout le monde veut plus de candidats. Tout le monde veut plus de candidats côté recruteur. C'est incroyable. Ok. Moi, je pense qu'il en faut beaucoup moins. Ok. Euh, Mais là, je suis un peu un ovni, donc voilà, il y a de la pédagogie à faire, mais je suis convaincu, c'est un peu, pour ceux qui connaissent le marketing, c'est Ouais. tiens, on va être connu de tout le monde, même si on est une petite boîte, on va faire de la notoriété ou du ciblage. Mm. Et C'est ben, je clair. pense qu'en RH, il faut faire la même chose. Pourquoi on aurait des centaines de candidats sur une offre, puisqu'on n'a qu'un poste à pourvoir? Mm. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est il y a 95% de candidats éliminés par offre, et si on fait, j'ai rechecké ce matin avant de venir, il y a 1 170 offres d'emploi ce matin sur LinkedIn. C'est incroyable. Donc, Ouais. il y a 1 million 200 000, on va dire, offres aujourd'hui où il y a un processus qui est dupliqué et qui est parallélisé d'une certaine manière. Et en fait, il y a plein de candidats qui sont sur plein d'offres, il y a plein de candidats qui sont dans plein de boîtes, il y a plein de candidats qui sont en train d'avoir des non-réponses, etc. Alors que toutes les boîtes sont en train de faire l'effort 1,2 million de fois de qualifier les gens en disant lui, ça va pas aller sur tel métier, lui peut-être, lui je vais le voir en entretien, j'ai passé une heure avec lui, je trouve qu'il est bon là-dessus. Mais en fait, tout le monde a des infos hyper importantes, hyper quali, mais les garde pour soi Mm. et globalement n'en fait rien. Ok. Et donc du coup, tu as l'idée de Huggy. Exactement. Je l'ai bien dit là, c'est bon. Ouais, Ok. Huggy. Huggy, est-ce que tu peux nous pitcher un peu la boîte et surtout m'expliquer pourquoi ce nom? Ouais. Pourquoi Huggy? Huggy, en fait, on crée ce qu'on appelle le recrutement circulaire. Le recrutement circulaire, c'est quoi? C'est de se dire comment on peut copier les codes de l'économie circulaire au recrutement. Puisqu'on élimine 95%, on gaspille du temps et des ressources et des rencontres faites sur lesquelles on ne capitalise pas. Quand on est en finale d'un entretien, en gros, vous mettez votre plus belle tenue, vous allez dans une boîte, vous voyez 2 ou 3 managers, et donc vous êtes pas là par hasard, parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà été dûment sélectionné, et globalement, il y a 3 personnes avec vous, il y en a qu'un qui est pris. Et les 2 autres, ils sont pris pour vraiment souvent des points de détail, et même très souvent pour des points de condition. Typiquement la durée de préavis. Si vous êtes en poste et que vous avez 3 mois de préavis, et qu'il y a quelqu'un qui est disponible de suite, et qui Ouais, bien est sûr. au même niveau que vous, bah, on sait qui gagne. Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est que tous les employeurs, ils ont cette info de un bon profil qualifié, en recherche active, dans des conditions données, sur un métier donné. Et ils en font rien. Et ils en font pas grand-chose. Mm. Ouais. Alors ils disent qu'ils vont le mettre dans leur vivier, mais pour un propre usage interne, c'est compliqué. Oui, et puis si jamais il y a un poste qui s'ouvre à ce moment-là, il faut Ouais. quand même que les étoiles s'alignent. Ouais, il y a pour très peu beaucoup de d'usage raisons. du vivier. Ouais. Et donc nous, ce qu'on leur dit, c'est cette info, donnez-la aux autres employeurs, et on fera en sorte que les autres employeurs vous la donnent à vous. Donc on joue une logique de réciprocité. Ouais. C'est hyper bien aussi dans une expérience candidat, c'est-à-dire, en gros, la phrase qu'on a entendue le plus des DRH, c'est comment vous concluez un non à un candidat que vous avez vu impliqué, qui est venu 3 fois, qui a posé des demi-journées, qui a fait garder de ses enfants, etc. Et on lui dit, désolé, et bon courage pour la suite. Mm. Et j'ai entendu un nombre de fois incroyable le mot désolé. Ce qui veut dire qu'il y avait une notion de culpabilité en plus Bien des sûr, employeurs ouais. qui n'ont pas. Enfin, c'est leur métier de faire un choix et c'est compréhensible que les boîtes prennent pas tout le monde. Voilà, il faut faire ce choix. Mais ce bon courage pour la suite, nous, on s'est dit, on peut le transformer en fait, je vais vous aider pour la suite. Parce que moi, je vous ai vu et je sais que vous êtes apte à ce métier, je vous trouve bon, mais je vous ai pas pris pour tel point de détail. Et bien ça, on le dit à tous les autres employeurs et nous, on a créé des outils qui permettent de détecter toutes les boîtes qui recrutent sur un poste similaire, dans des conditions similaires, sur la même zone. Ok. Et donc, on essaie de réorienter ces candidats. Enfin, on propose aux candidats de les réorienter vers d'autres offres. Ok. Et s'ils nous disent « ça m'intéresse », eh ben, on les met en relation avec ces employeurs-là. Génial. Juste sur le nom. Ouais, le nom parle. Pourquoi le nom? Huggy. J'ai 2 explications pour 2 générations. Ouais. Huggy, c'était un personnage de série américaine dans Starkey et Hutch. Ok. Et son surnom, c'était Huggy les bons tuyaux. Donc, c'est celui qui donnait toujours les bons indices. Et donc, l'idée, c'est de se dire, un employeur va donner employeur. Donc, il y avait cette notion de passer les bonnes infos. Et puis, Huggy, ce côté plus
anglo-saxon du hug, du côté confraternel. En fait, on se relie, on est ensemble, on se tape dans le dos et on n'est pas chacun dans son coin. Ok. Et c'est aussi ce qui explique notre logo, c'est un petit pingouin. C'est aussi ce qui explique notre pingouin, parce que le pingouin, c'est l'animal le plus grégaire, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai appris ça. Le plus grégaire de la faune, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre tout seul. Ok, Il n'y a ça pas un marche. pingouin isolé au milieu de la banquise. Ils sont les uns à côté des autres pour Ils se veulent tenir chaud. en groupe, ok. Et l'idée, c'est de se dire, pour créer des emplois, en fait, il faut réunir des employeurs et ça marchera mieux. On va être tous ensemble. Donc, c'est plein de pingouins ensemble. Et sur ton modèle financier, Ouais. finalement, sur un projet comme ça, si tu n'as pas de volume, ça ne va pas intéresser les boîtes. C'est-à-dire que ce qui va les intéresser, c'est de se dire, OK, je vais pouvoir avoir des milliers de personnes qui vont me donner des informations, des milliers de RH, d'entrepreneurs qui veulent recruter, qui vont me donner ces informations-là. Plus il y aura de la quantité, finalement, plus la fiabilité et le pourcentage de réussite de ce recrutement sera positif. Oui, évidemment, il faut atteindre un certain taille critique, mais non, d'une certaine manière, parce que c'est pas qu'un enjeu de... Enfin, en fait, on peut réussir à faire des choses extraordinaires en reliant 3 à 5 boîtes. Ok. Si on est... En fait, ce qui compte dans cette approche, c'est ce qu'on appelle, nous, la densité. Si on sait que des entreprises implantées sur la même zone géographique recrutent des compétences proches, rien qu'en reliant 2, on peut faire des miracles. Et c'est assez contre-intuitif pour beaucoup, parce qu'on se dit, il me faut Non, mais beaucoup bien de sûr. Il ne candidats. faut pas forcément. Ouais, je mets des audiences énormes sur tous les plus gros job boards Ouais. qui existent. Je vais accéder à des CVTech où il y a 9 millions de profils. Euh, mais en fait, vous voulez une personne, et cette personne, si ça se trouve, elle a passé hier un entretien dans la boîte d'en face. Mm. Elle Et n'a pas été prise parce qu'elle a un préavis d'un mois de plus pour une autre personne. Ouais, Et exactement. Ou dans l'industrie, elle veut pas travailler le samedi matin, ou ouais, c'est elle clair. veut... Pour des conditions qui ou ne lui tout correspondent simplement, il pas, y quoi. avait 2 personnes, et vous aviez les mêmes compétences, les mêmes diplômes, une Ils font même le feeling expérience. sur Évidemment, un meilleur jour. Ok. évidemment. Et c'est quoi votre modèle financier? Comment vous rémunérez? Il y a un point très important, c'est qu'on veut permettre à toutes les entreprises de partager gratuitement, d'accéder à tous nos services de mise en place des recommandations gratuitement, parce que quelque part, on veut créer un nouveau réflexe. C'est se dire non, désolé, bon courage pour la suite. Non, ils sont trop impliqués que pour leur disiez que ça. Mm. Donc, toutes les boîtes peuvent venir gratuitement sur le recrutement circulaire, recrutementcirculaire.com, j'en profite, et partager des profils. Et puis même, on dira qu'elles le font pour montrer que c'est une vraie action RSE aussi. On économise plein de ressources. Là, c'est respecter, entre guillemets, ce candidat qui s'est impliqué dans un processus pour l'aider dans la suite. Donc tout ça, c'est gratuit. Et après, nous, on propose à nos clients payants de les accompagner pour trouver les bons candidats parmi ceux qui nous ont été recommandés et les orienter vers des clients. Parce qu'on ne veut pas tomber non plus dans les faits qui existent aujourd'hui, d'avoir une CVTech avec des dizaines de milliers de personnes, Bien sûr. où en gros, par effet de filtre et d'algorithmie, tout le monde va appeler les mêmes et personne ne va regarder... Enfin, on sait que c'est 10% des candidats qui vont être appelés par 90% des employeurs, et voilà. Mm. Et donc, nous, on fait des points après avec les candidats sur leurs projets professionnels, etc. Et on essaie vraiment de leur dire, cette boîte, elle pourrait... Est-ce que ça t'intéresse? Et s'il est d'accord, on présente goutte à goutte. C'est vraiment, Ok. on essaie de dire à nos clients, ça les surprend, mais on insiste, sur cette offre, vous aurez 3 candidats max. Ok. Et on n'en proposera pas plus. Si vous dites non aux 3, pour X ou Y raison, on remet du flux. Mais en fait, si on estime qu'il y en a 3 très bons, pourquoi on s'en donnerait 5? Vous allez décevoir plus de monde et vous allez perdre plus de temps. Donc on essaie vraiment C'est ultra d'orienter. ciblé finalement. Ultra Comme. ciblé. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une prestation que tu vends à quel tarif? Est-ce que tu as un package? C'est pour chaque offre d'emploi? Ça dépend si le volume de l'entreprise, j'imagine aussi. Ouais. Je pense que pour le coup, on disait on apprend en faisant. Je me suis planté, je suis encore pas certain d'avoir le bon pricing. Ok. On a beaucoup permis aux entreprises, pour créer cette confiance, de leur permettre de payer au recrutement garanti. Ok. Donc on les fait payer un certain forfait pour dire voilà, ce poste, vous voulez le pourvoir, on va réussir à le pourvoir, quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Et donc vous nous payez jusqu'à ce que vous recrutiez. Ok. Donc vous remboursiez si jamais le recrutement n'était pas fait. Alors on rembourse pas parce que y a des notions de trésorerie, mais on dit par exemple s'il est pas fait s'il est fait par d'autres moyens, Ouais. on transpose ça sur une autre offre jusqu'à ce qu'on fasse un recrutement, Ok. Très bien. quoi qu'il arrive. Ouais. Donc on tient notre promesse. Ouais. Et potentiellement, si sur il y a pas mal de boîtes où on nous dit bon, finalement on va pas le faire ce poste, désolé. Finalement, il y a quelqu'un en interne qui s'est proposé, donc on l'a privilégié à l'interne, des choses comme ça. On dit bah c'est pas grave.
quel est le futur besoin que vous avez, et on va s'atteler à un autre besoin jusqu'à ce qu'on fasse ce recrutement. Ok. Et en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir vendre, c'est demandé par nos clients, plutôt des abonnements pour qu'on leur oriente des flux de compétences et on essaie de sortir de la fiche de poste, mais plutôt à des compétences réunies pour proposer des profils. Je prends un exemple qui est assez intéressant. Je prends toujours le même pour ceux qui me connaissent, désolé. Les métiers du textile, dans le textile de luxe, par exemple la maroquinerie de luxe, ils n'arrivent vraiment pas à trouver des profils qui ont fait des écoles de couture et des expériences parce qu'il n'y en a pas assez. Et ils ont fait un transfuge en allant chercher des profils qui ont fait des écoles de pâtisserie Ok. en se disant qu'est-ce qu'on recherche, nous, chez nos profils. On recherche un travail manuel très minutieux, avec un sens de la précision aigu. Et en fait, chez qui on peut trouver ça? Et ils se sont rendus compte que chez les pâtissiers qui faisaient tout au gramme près, qui faisaient tout avec élégance pour que le gâteau soit le plus beau possible, c'était les mêmes soft skills, comme on dit, qui étaient requises. Et ils ont proposé à des gens de la pâtisserie ce transfuge. Et ça a marché pour un certain nombre. C'est évidemment des gens qui se sont formés à la pâtisserie. Il y en a beaucoup qui veulent rester dans la Bien pâtisserie sûr, et c'est faire pas ça. binaire, c'est pas tout le monde, ouais. Mais ça a permis de pourvoir au nombre de postes qu'ils avaient besoin. Ok. Et du coup, pour revenir sur le tarif, parce que c'est ce qui Ouais, pardon. m'intéresse, Ouais. moi. Aujourd'hui, C'est de savoir, ouais. pour une entreprise comme une petite entreprise, une petite PME, pour le coup, quel est l'intérêt? Et c'est surtout pour comparer. C'est-à-dire que Ouais. on sait à peu près combien ça coûte, et tu vas nous le répéter, de poster des posts sur LinkedIn, avec de l'ADS, etc. Il y a Welcome to the Jungle. Enfin bref, il y en a plein sur lesquels on peut s'orienter. Combien ça coûte finalement ces postes-là par rapport à Huggy? Ouais, alors du coup, dans ces deux modèles, on a décidé sur les abonnements, de faire des abonnements à partir environ de 500 € par mois en fonction du nombre de compétences qu'on va aller chercher, Ok. où on garantit des flux qu'on pousse. Et quand on garantit des recrutements, on est plus proche finalement d'un modèle qui existe, qui est le cabinet de recrutement. Oui. Il y a 1800 cabinets en France, donc c'est avec plein de diversité, mais globalement, c'est un pourcentage de la rémunération annuelle du salarié. Ok. C'est souvent 20%. Ouais. C'est assez vite élevé. Et nous, on l'a fait de manière forfaitaire en disant votre recrutement garanti, jusqu'à présent, il était à 3 000 €. Ok. On est très en dessous du marché, sans doute un peu trop en dessous du marché. Ouais. Donc, on re-questionnera ce prix. Mais on se rend compte que l'abonnement répond mieux aux besoins. Ouais. Et beaucoup de nos clients nous demandent de passer plutôt sur cette formule et de garantir des flux continus d'expertise dont ils ont besoin régulièrement. Ok. Aujourd'hui, vous avez 10 collaborateurs Ouais. dans l'équipe. Vous avez atteint un seuil de rentabilité. Vous allez atteindre prochainement. Comment ça se passe? Alors, l'entreprise est jeune, on n'en a pas parlé. Ouais. Du coup, elle a à peine 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi. Ouais. Ouais. Elle a 1 an et demi avec des premiers mois où il se passe rien, on va pas se mentir. Évidemment, quand tu crées une boîte. Mais là, la tendance est bonne. Ouais. On a fait un premier exercice intéressant et ce premier trimestre 2024, on a fait 80% de notre chiffre sur l'année d'avant. Ok. Donc, il y a une vraie accélération. Donc, c'est très intéressant. Et sur ce premier trimestre, on est à l'équilibre déjà. Ok. Génial. Ouais, c'est assez Ça, surprenant. c'est impressionnant. Ouais. Après 1 an et demi. Ouais. Après, c'est pas encore, on n'a pas un flux de business. Enfin, je ne veux pas dire qu'on finira l'année de manière rentable, on va continuer à investir, etc. Je ne sais pas, mais on a la capacité de par Ok. le modèle. Et ce qui est très intéressant, et je me suis rendu compte en préparant un peu ce podcast, c'est on a 10 personnes, mais au final, on a plus de 600 entreprises qui se sont inscrites dans le mouvement du recrutement circulaire avec plein de recruteurs. Donc, finalement, on a des milliers de gens qui, d'une certaine manière, ont travaillé pour identifier les compétences des profils et qui nous les mettent à dispo. Donc, c'est comme si on fédérait une communauté de milliers de recruteurs qui s'entraidaient entre eux et qui ont besoin de nous pour faire passe-plat, entre guillemets, parce qu'ils ne se connaissent pas tous entre eux, parce qu'ils ne vont pas se sursolliciter sans arrêt. Donc, nous, on est un intermédiaire qui va distribuer les profils que ces milliers de recruteurs nous recommandent. Génial. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement pour la suite de Huggy? C'est quoi les prochaines étapes, les prochaines échéances que vous allez avoir? On en a pas mal, la to-do list déborde, il faut qu'on fasse le tri. Ce qui est important pour nous dans cette vision-là, c'est aussi d'impacter, entre guillemets, l'emploi. Donc on ne l'avait pas fait dès le début, bêtement, mais on va devenir entreprise à mission Ok. pour s'assurer d'avoir des indicateurs de suivi et des personnes extérieures qui vont suivre ce qui compte pour nous, à savoir que on peut effectivement réduire les temps de recherche d'emploi. Et ça me paraît être un enjeu important pour les candidats, évidemment, pour les entreprises pour leur développement économique et plus globalement pour la société, parce que le coût de l'inemploi ou des personnes en poste qui ne sont plus bien dans leur poste, enfin, c'est un coût social qui est extrêmement important et pas que financier, sur plein d'autres aspects.
Donc, on travaille beaucoup sur étudier ça. Donc voilà, on a d'énormes enjeux sur justement comprendre est-ce que notre dispositif permet effectivement d'accélérer l'emploi. Nos premières mesures sont assez impressionnantes dessus, mais il faut les fiabiliser sur plus de volume. Mais un recrutement et les chiffres de l'emploi sont assez durs à avoir. On connaît le chiffre France Travail, anciennement Pôle emploi, sur les gens qui n'ont pas d'activité, mais on a très peu d'infos sur les gens en activité, parce que souvent, quand ils cherchent ailleurs, ils veulent pas que ça se sache. Et donc, il n'y a pas de chiffres. Et c'est 93% des gens. Et ouais, donc c'est super difficile, franchement, à quantifier. Et donc, c'est hyper dur, parce que personne ne dit, tiens, je me mets officiellement à chercher alors que je suis en poste. Non. Mais surtout, voilà, parce que personne ne veut que ça se sache. Non, c'est le fameux open to work. Il n'est pas open to work quand on est en poste ou que dans des rares cas, quoi. On fait attention. Après, ça se comprend aussi. C'est un peu difficile vis-à-vis de son employeur d'être visible sur ça. Ok, et ben écoute, hyper intéressant. On arrive sur la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions à te poser pour clôturer ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Tu as donné beaucoup de conseils, mais un conseil qui t'a impacté toi dans tes débuts, que ce soit sur ta première boîte, sur ta boîte aujourd'hui actuelle, Huggy, ou même dans ton parcours de salarié aussi, un conseil qu'on t'a donné? Alors ça, c'est pas facile parce que j'aime bien les énumérations. Ça m'arrive de faire des interventions, etc. Je dis souvent, on va retenir qu'une phrase de ce que je dis. Donc, et on retiendra que ça, donc attention. Et au final, j'ai un pote qui m'a dit, à chaque fois, tu dis une phrase différente. C'est clair. Et donc, je vais faire une petite compilation, normalement, des 50 phrases, vraiment bêtes et méchantes, par un petit recueil, un petit bouquin, j'en sais rien. Pour ses conseils. Il y a des trucs, ça c'est Florian Grill typiquement, qui disait cash is king, si tu surveilles pas ta trésorerie, tu vas pas monter ta boîte, etc. Donc il y a plein de petites astuces comme ça, mais il y en a une qui m'a un peu marqué pour tous ceux qui ont des idées et qui veulent créer une boîte. Il y a un moment, il faut y aller. Et en fait, ce moment, il est clé. Et on entend plein de gens dire j'aimerais bien monter une boîte, j'ai des idées, etc. Une idée, c'est du vent. Une idée, c'est rien. Il faut la mettre en œuvre. Et donc, c'est l'allégorie de la coquille de noix, un peu, dans une rivière, si ça flotte. Et donc, l'idée, c'est on monte dans cette coquille, où ça peut marcher avec une montgolfière. On monte, et après, il va se passer plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais quoi qu'il arrive, on est dedans, et donc on va avancer. Une montgolfière, j'ai eu la chance d'en faire une fois, c'est incroyable. C'est porté par le vent. Il n'y a jamais de turbulence. C'est pas comme un avion. Si le vent va vite, la montgolfière va vite. Si le vent va pas vite, la montgolfière va pas vite. Et donc, une fois qu'on est monté dedans, on suit ce qui se passe. Quand on est dans une boîte, on agit, on fait plein de choses, on régule, on va mettre tous les cadrans, mais quoi qu'il arrive, c'est parti, c'est embarqué. Donc, si on accepte de faire, quand on a des idées, si on accepte de leur donner vie, de signer, d'aller déposer au greffe les statuts, etc., il y a un acte fondateur et après, c'est parti. Ouais. Et je trouve que pour tous ceux qui ont des idées, c'est se dire, ça peut être frustrant d'avoir plein d'idées, de ne pas les mettre en œuvre. C'est à un moment, il faut y aller. Et c'est parti. Et vous êtes dans une coquille de noix ou une montgolfière, et voilà. Eh ben, c'est une belle image et c'est un beau conseil. Merci du coup Baptiste pour ce conseil. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, discuter de tout ce dont on a parlé dans le podcast? Le plus simple, c'est LinkedIn. C'est là où je suis. Ouais, les autres, j'ai un peu lâché. Baptiste Le Privé, du coup. LinkedIn. Ouais, Baptiste Le Privé. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Avec plaisir. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.